Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 23 février 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 146 du podcast. Aujourd'hui, évidemment, on est jeudi, un épisode sur l'entrepreneuriat et on va couvrir aujourd'hui deux sujets. Donc, premièrement, comment évaluer la viabilité d'une idée de business. Donc, à savoir, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y a des clients pour ça? Est-ce que c'est rentable comme entreprise? Et suite à ça, ce qui est un peu une combinaison des deux, c'est comment financer votre projet d'entreprise. Donc, je pense que ces deux sujets-là sont aussi pertinents pour une personne qui veut se lancer en affaires que pour quelqu'un qui est déjà en business, mais qui veut créer des nouveaux produits ou des nouveaux services, rajouter des branches à son entreprise, ou encore qui a besoin de financement pour développer son entreprise. Et je vais aborder, entre autres, les prêts avec la BDC. Je veux sommairement aussi parler des subventions du gouvernement. Bref, ça va être un épisode assez rempli. Et encore une fois, je vais aller dans le concret. Je veux vraiment transmettre l'information. Je ne veux pas vous donner un discours de motivation ou parler de mindset. La première chose pour évaluer la viabilité d'une business, ce qu'ils vont vous dire dans les livres, c'est de faire une analyse de marché, de faire toutes sortes d'affaires pour évaluer s'il y a une demande et si votre pricing fait du bon sens, c'est quoi votre clientèle cible, etc. Et il y a du vrai là-dedans, sauf que dans la vraie vie, il y a des manières moins coûteuses puis plus concrètes, directement sur le fil, sur le terrain, qui va vous permettre de justement tester le marché. Et c'est sûr que si c'est possible de le faire avec votre idée de business, la première affaire avant d'investir des grosses sommes dans des coûts de démarrage, c'est vraiment de faire ce test-là. Comme je vous dis, une analyse de marché, ça peut être très long, ça peut être très complexe, ça peut être très coûteux, mais ça peut être très simple aussi. Puis c'est un peu ce que je veux vous partager. Il y a une manière de tester le terrain avant de se lancer en affaires. Et je vais vous parler un peu de comment moi je l'ai fait de mon côté. Et là, on va reculer dans le temps. Là, c'était ma première business. Je vous rappelle, c'était une compagnie d'esthétique automobile à domicile. Donc, c'est moi qui se déplaçais chez les clients pour faire le nettoyage de la voiture. On s'entend, c'était un gros nettoyage, donc polissage, cirage et compagnie. Mais bref, quand j'ai eu l'idée de cette business-là, j'ai pas acheté tout le stock en partant, puis aller m'incorporer, puis commencer à dépenser de gauche à droite. La première chose que j'ai faite, c'est de dire, la première affaire, c'est de voir est-ce que, premièrement, il y a un potentiel, est-ce que le monde sont intéressés par ça? Est-ce que le monde va être prêt à payer pour ça aussi? Puis si oui, c'est quoi le range de prix que c'est possible d'offrir? Dans le sens que je peux bien aller laver les voitures des gens à leur domicile. S'ils acceptent de payer au maximum 20$, ben ça sera pas, c'est pas rentable. Fait que l'idée de business est pas viable dans ce cas-là. Donc la première étape de mon bord, ça a été d'aller valider la demande. Est-ce qu'il y a des clients intéressés pour ce que je veux offrir? Et comme je vous dis, pour faire cette analyse de marché-là, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Honnêtement, premièrement, j'avais un associé. On a acheté un polo avec un logo que j'ai fait moi-même sur... je pense que dans ce temps-là, c'était Vistaprint. Même affaire pour le polo. Il s'est présenté avec un pad et un document qu'on avait pris des photos de voitures qu'on avait lavées. Là, on s'entend, c'était des voitures de la famille. Fait qu'on n'avait pas une tonne d'exemplaires, mais au moins, on avait un peu des avant-après d'exemples. Restauration de phare, de polissage sur de la peinture, restauration de cuir, etc. Au moins avoir un visuel qui supporte ce qu'on dit. Et la méthode pour aller chercher des clients, c'était en porte-à-porte. Donc, c'était notre manière de prospection. Comme je vous dis, il n'y a aucun coût qui est lié avec ça, outre le polo puis les 2-3 documents qu'on a fait imprimer. Bien, lui, il se présentait chez la personne. Il expliquait, faisait le tour de la voiture, il expliquait qu'est-ce qu'on pouvait faire en regardant, mettons, l'état de la peinture, le cuir, les sièges en cuir, tout ça. Et c'est comme ça, en allant cogner une rue, 2 rues, 3 rues, 10 rues, qu'à un moment donné, on avait un bon échantillonnage de personnes qu'on avait pu proposer les services. Puis là, on a vu qu'il y avait une response. Puis tu sais, au niveau des tarifs,
Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais comparé, mettons, avec des compétiteurs. Mais les compétiteurs, évidemment, ceux qui faisaient de l'esthétique automobile, ils la faisaient dans leurs locaux. Donc, c'est sûr que les autres, ils ont des frais fixes supplémentaires. De notre côté, par contre, on doit se déplacer. Fait qu'on pouvait comme rajouter des frais de déplacement, si vous voulez. Donc, nos tarifs étaient pricés selon ces éléments-là. Et l'autre affaire, c'est qu'on avait ciblé des quartiers avec du monde qui ont de l'argent, une maison à 1 million, puis la Porsche dans la cour, puis la Bentley, puis tout ça. Donc, c'est sûr que ça nous permettait d'avoir des tarifs un petit peu plus élevés parce que les personnes étaient en moyen de se payer ça. Et grosso modo, à force de faire du porte-à-porte puis de tester notre offre de service, on a été capable de voir que, bon, au bout d'une semaine, on avait une vingtaine de contrats et que là, visiblement, il y avait une demande, le prix était accepté par le client. Donc, c'est après ce test-là, l'analyse de marché, que là, finalement, on est allé de l'avant pour l'achat de tout l'équipement, donc les produits, la balayeuse, le polisseur, la cire, etc. Mais bref, le point, c'est que avant d'acheter tout le stock, puis les produits, puis de se payer un logo par un infographiste, puis de se faire un site web, puis etc., la première chose, c'est de voir, y a-t-il du monde qui sont prêts à payer pour ça? Nous, on avait notre réponse. Donc après ça, c'est logique d'assumer les coûts de démarrage parce que de toute façon, tu sais que tu as une coupelle de contrats devant toi. Peut-être que tes coûts de démarrage, ça monte à, je sais pas moi, 2-3 000 $, mais de l'autre bord, tu as déjà 10-15 contrats avec du monde, puis ça totalise peut-être, je sais pas moi, 7 000 $. Ben, semaine 1, tu es déjà rentable dans le sens que tu as tout payé tes coûts de démarrage, puis il en reste. Évidemment, c'est pas toujours possible de le faire, mais si c'est le cas, c'est juste de faire les étapes dans le bon ordre. Puis avant de dépenser 10, 15, 20 000 $ en coût de démarrage, avant même d'être sûr que tu vas avoir un client, ben moi, je m'assurais de tester le terrain avant pour voir si, un, il y a une demande, puis deux, les tarifs que tu proposes, ça a-tu du bon sens dans la vraie vie? Ensuite, il y a la question de financer ces coûts de démarrage-là. Tu sais, comme je vous dis, ma business, ça a coûté 2-3 000 à starter. C'était une petite business de gars de 20 ans. Puis il n'y avait pas de grosse structure à mettre en place. Il n'y avait pas de permis. Il n'y avait pas de... Bref, il n'y avait pas beaucoup d'obligations pour mettre ça en place puis être capable d'avoir des clients puis de se faire payer. Mais évidemment, il y a d'autres projets qui peuvent être pas mal plus coûteux puis exigeants en termes de frais de démarrage. Sauf que si tu as vraiment une bonne idée, mais que tu n'as pas le cash pour partir ton entreprise, souvent, l'argent, ça ne devrait pas être une problématique, dans le sens que si vraiment ton idée est bonne, puis que tu es capable de l'amener à terme, puis que ton offre de service, il y a de la demande, puis que ça pourrait marcher, règle générale, l'argent, ça ne devrait pas être une problématique, dans le sens que peut-être que toi, personnellement, tu n'as pas les moyens de mettre ça sur pied, puis tu ne peux pas la démarrer toute seule en étant le seul actionnaire de ta compagnie. Par contre, si ton idée est bonne, tu peux aller chercher un partenaire financier. Il y a du monde qui vont être prêts à investir des sommes d'argent dans une entreprise. Évidemment, ils vont demander de l'équité, des parts, mais en échange de ça, tu pourras avoir tes coûts de démarrage qui sont couverts par de l'argent qui n'est pas la tienne. Et je veux vous parler du concept de partenaire financier. Dans cette optique-là, vous demandez de l'argent à quelqu'un, vous demandez à quelqu'un d'investir de l'argent dans votre concept, dans votre idée de business. En échange, ben, vous êtes prêt à lui donner des parts de votre entreprise. Sauf que faut comprendre que vous donnez des parts, des actions de votre compagnie à quelqu'un qui ne vous aidera pas dans les opérations, là. Exemple, tu as besoin de 50 000 $, tu présentes ton projet, tout fait de l'allure, il est convaincu, mais là, le partenaire financier, il veut avoir 50% des actions de ta compagnie. Ça veut dire que lui, il te pitch le cash, puis donc il prend un gamble, donc nécessairement, il faut qu'il soit rémunéré pour son risque. Mais si jamais ça marche, faut que tu comprennes que toi, tu t'engages à splitter la moitié des profits avec lui, là. Il faut comprendre que c'est sûr qu'il va avoir son mot à dire sur les dépenses de ta compagnie. Tu ne vas pas te verser un salaire de 200 000 puis avoir un char payé, puis que lui, finalement, il se ramasse avec rien parce que faut comprendre que lui, il va aller chercher son gain avec les bénéfices, les profits de la compagnie. Fait que c'est sûr qu'il ne va pas te laisser siphonner l'entreprise
puis qu'il ne reste jamais rien à la fin de l'année comme bénéfice parce que c'est le même que lui se repaye. Tout ça pour dire que quand tu as un partenaire financier, souvent, tu es juste content au début. Quand il te pitch le cash, puis là, tu le prends, puis tu montes ta business, mais une fois que ça marche, ça devient un boulet, ça devient quelqu'un qui check tes affaires, qui check tes états financiers, qui regarde ta business, mais qui n'est pas impliqué. Puis comme je te dis, tu vas tout le temps donner sa part, même s'il n'est pas dans les opérations, puis il ne vit pas ton stress au day-to-day. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important de prévoir une mécanique de rachat pour sortir le partenaire financier quelque part dans le temps, pour pas que tu sois pogné à vie avec cette sangsue-là qui vient ramasser une partie de tes bénéfices. Il y a une manière de prévoir un rachat de cet actionnaire-là, de Silent Partner, puis de finalement te ramasser 100% actionnaire de ta business, mais évidemment, il va y avoir un prix pour ça. Sinon, je vais aussi vous parler de la Banque de développement du Canada, communément appelée la BDC. Et si votre compagnie est ouverte depuis moins d'1 an, là, vous êtes en opération, là, vous avez quand même payé des frais de démarrage, vous avez peut-être un partenaire, vous êtes peut-être tout seul, peu importe. Bref, dans tous les cas, la BDC pourrait vous offrir un financement jusqu'à 60 000 $. Et ça, il faut comprendre que c'est un prêt. C'est un prêt sur 5 ans. Et en fait, le prêt est splitté en deux. Là. Il y a une partie qui c'est 20 000 $ de leur partenaire Futurpreneur Canada et il y a un 40 000 $ directement de la BDC. Sauf que il y a des critères d'admissibilité. Là. Vous ne pouvez pas partir n'importe quelle compagnie et aller chercher ce prêt-là puis qu'eux autres ne regardent rien. T'sais, première des choses, en termes d'âge, il faut que tu aies entre 18 et 39 ans. Il faut que tu aies une bonne historique de crédit parce que, comme je vous dis, ça reste un prêt. Il faut que tu aies de l'expérience ou une formation ou quelque chose qui est en lien avec ton entreprise. Il faut que tu acceptes de travailler avec un de leurs mentors. Il faut que tu fasses un plan d'affaires avec des projections financières, etc. Il y a beaucoup de critères à respecter. Les autres ne vont pas pitcher de l'argent de même à n'importe qui. Et sinon, si ça fait plus que 12 mois que tu es en opération, tu pourrais même avoir jusqu'à 250 000 pour ta business. Encore une fois, là, je parle avec la BDC, mais même principe que pour le prêt que je vous parlais tantôt de 60 000, il va y avoir un paquet de critères à respecter, il y a un paquet de critères d'admissibilité, mais tu sais, ça reste un prêt, c'est pas un don, c'est pas une subvention, il faut que tu le rembourses à un moment donné, ce montant-là, et je vous garantis que si vous prêtez de l'argent, avant de le faire, ils vont s'assurer que tu as la capacité de les rembourser. Par exemple, si tu ramasses un prêt pour fonds de roulement, dans le fond pour payer les dépenses à court terme de ta compagnie, si ton entreprise n'a rien à offrir en termes de garantie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actifs à saisir, c'est sûr qu'ils vont te faire signer un cautionnement personnel. Et autrement dit, ça, c'est que tu vas signer en ton nom que tu deviens responsable de rembourser le prêt si jamais ton entreprise est plus capable de le faire. Donc, il n'y a pas de voile corporatif. Là. Il y a pas de... C'est pas un prêt qui est à ta compagnie, puis que si demain matin tu fais faillite, c'est terminé. En fait, si jamais ça arrive, ben, il va retourner contre toi, tu vas finir par le payer, le prêt. Et ce que je veux en venir, c'est que moi, personnellement, j'ai jamais été chercher un prêt pour partir une compagnie ou pour financer les opérations de ma business. Je me suis tout le temps autofinancé, ou je suis allé chercher un partenaire financier, un associé qui injectait des fonds avec moi. J'ai jamais été backé par une banque ou par la BDC. Et au fait, honnêtement, souvent quand tu es à l'étape de ta vie que tu as le plus besoin d'argent, les banques ne voudront pas te prêter de cash. Puis mec, ça roule, là, puis que tu n'en aies plus vraiment besoin, ben c'est là que tu vas te faire offrir du financement puis des marges de crédit de tous les côtés. T'sais, c'est plate, mais c'est de même. T'sais, les banques, ils sont pas vraiment là pour faire du capital de risque avec des petits entrepreneurs puis le rêve de business. Les banques en soi, c'est des entreprises, ils ont des actionnaires, donc c'est sûr que les risques qu'ils vont prendre sont calculés. Ils vont préférer prêter de l'argent sur une maison qui est saisissable versus prêter de l'argent à quelqu'un qui dit qu'il va devenir millionnaire avec son idée de business. Tout ça pour vous dire que de mon côté, j'ai jamais contracté de prêt avec une banque pour me lancer en affaires. Tu sais, je donne un exemple. Ma première business, la compagnie d'esthétique automobile, ben j'avais un associé.
Moi, j'avais un petit montant d'argent, puis le reste, il a fallu qu'il shoot ça dans le business, qu'il me donne ça pour avoir la moitié des parts de la compagnie. Fait que, je me retrouvais avec un associé pour pouvoir faire la job à deux, puis on s'est splitté les frais de démarrage ensemble pour qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher du financement ailleurs. Puis tu sais, l'autre affaire, c'est que, comme je vous dis, on n'a pas pris un gros gamble. On savait qu'on avait des clients, on avait des contrats. Fait que pour nous autres sortir une coupe de 1000 pour savoir qu'on allait avoir de la job dans le futur, ben c'était pas de la grosse prise de risque. Grosso modo, du côté du financement, une fois que ton concept est éprouvé ou que tu sais qu'il va avoir qu'il y a une bonne response des clients, qu'il y a de la demande puis que le monde est prêt à payer pour tes affaires, ben sortir un peu d'argent sans aller en emprunter, pour moi, c'est pas mal le meilleur move. Pour finir l'épisode, je veux que vous sachiez que si vous êtes en affaires, que vous avez une compagnie, idéalement une compagnie incorporée, je vous garantis qu'il y a des subventions que vous avez droit, puis que vous n'êtes même pas au courant. Puis tu sais, j'irai pas dans le détail parce qu'il y en a une tonne, puis que ça peut être assez complexe, mais dites-vous qu'il y a des subventions pour le R&D, la recherche et le développement, il y a des subventions pour la transition numérique, passer du papier au digital. Juste pour vous donner un exemple concret, ben moi, les consultations que je fais dans les entreprises, ben c'est subventionné, ça. Ça veut dire que si je charge, par exemple, 10 000 $ pour une consultation, en partant, il y a 50% de cette somme-là qui est couverte par une subvention. Puis si en plus, l'entreprise a des employés, ben, la personne a droit à une autre subvention. Là. Fait qu'au final, de vos poches, il y a pas, ça ne vous coûte pas grand-chose. Puis tu sais, si tu fais affaire avec du monde qui ne connaissent pas leur affaire, ils vont même pas savoir qu'il y a des aides financières pour de la formation ou de la consultation. Fait que ça, c'est juste un type de subvention qui est offerte, mais tout dépendamment, c'est quoi votre industrie, c'est quoi votre entreprise, le nombre d'employés que vous avez, si vous êtes dans un secteur vert, etc., il y a des subventions qui sont disponibles et tu sais, des fois, ça peut faire une grosse différence autant du côté de votre stratégie de croissance ou de développement de votre entreprise, si vous voulez exporter votre concept aux États-Unis, à l'extérieur du Canada, ça aussi, il y a des subventions. Bref, il y a bien des entrepreneurs qui passent à côté des subventions, mais dites-vous que vous auriez fait la dépense de toute façon, fait que si c'est couvert à 50% ou plus, ben, ça serait niaiseux de passer à côté de ça. Dans tous les cas, c'est important de comprendre les différents types de financement, les avantages, désavantages d'avoir un partenaire financier qui n'est pas hands-on, qui n'est pas impliqué dans les opérations, puis aussi savoir les différents types de prêts qui sont offerts, autant par la BDC, les marges de crédit pour les entreprises du côté des banques, puis tout aussi les subventions qui sont disponibles. Donc, j'espère que l'épisode vous a intéressé. J'espère que vous avez appris une coupe d'affaires et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.